bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu de cette édition unique du journal, une partie du grand marché de Koupela n'aura pas survécu aux flammes qui l'ont consumé très tôt ce matin. Des dégâts estimés à des centaines de millions de francs CFA, mais aucune vie humaine à déplorer. Le feu serait parti d'un véhicule transportant du carburant frauduleux. Les soldats du feu ont dû quitter Ouagadougou pour Koupela très tôt ce matin. Repris ce matin du procès des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Plaidoirie et réquisition étaient au menu de cette 8e journée d'audience au tribunal militaire. Le commissaire du gouvernement demande une peine de 20 ans ferme pour les présumés cerveaux de l'affaire. Les détails dans ce journal. Ce drame donc survenu aux environs de 3 heures du matin à Koupela, province du Kouritenga, région du centre-est. Le marché de la ville a été ravagé par les flammes. Les pertes sont chiffrées à des centaines de millions de francs CFA. Tout serait parti d'un camion transportant du carburant. Constat sur place. Voici ce qui reste du marché central de Koupela après l'incendie de ce lundi matin aux environs de 3 heures. Selon les témoignages, l'explosion de ce véhicule qui transportait des fûts de carburant serait à l'origine du drame. Nous avons vu le véhicule venir des Fada et en même temps il y a quelqu'un qui a interpellé le chauffeur qui ne voit pas le feu derrière son véhicule et quand le chauffeur s'est arrêté, il a eu peur et en même temps il a pris la fuite. C'est ainsi que le feu s'est propagé. Les sapeurs-pompiers venus de Ouagadougou et la population de base ont ensemble réussi à circonscrire les flammes aux environs de 8 heures. Il n'y a pas eu de blessés, ni de pertes en vie humaine, mais de nombreux biens matériels sont partis en fumée. Pour l'instant, la perte financière est estimée à plus de 400 millions de francs CFA, selon le responsable des commerçants de ce marché. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est venue témoigner sa compassion et sa solidarité aux victimes. Nous sommes des opérateurs économiques. Quand on entend que le voisin ou bien d'autres opérateurs ont eu des problèmes, il faut venir quand même les soutenir. Et encore, nous sommes de la Chambre de commerce qui couvre tous les opérateurs économiques du pays. Donc nous avons notre mission de venir quand même les encourager. Alors je pense que c'est le lieu, tout en compatissant à la douleur des commerçants qui ont été affectés par cet incendie-là. Je voudrais profiter, appeler la population justement à faire davantage preuve de civisme pour nous éviter ces situations déplorables qui, comme je l'ai dit, portent un coup sérieux à l'économie de la province de Kouritenga. Au moment où nous quittions les lieux, les riverains s'activaient toujours pour l'évacuation des marchandises restantes. Au lendemain de la commémoration d'un bien triste anniversaire, les parents des victimes de l'attentat du 15 janvier se sont rendus à Kossiam. Au chef de l'État, ils sont allés traduire leur reconnaissance pour son soutien lors de l'hommage rendu à leurs proches. Les détails dans ce compte rendu de Souleymane Sanou et Zalissa Sanfo. C'est un devoir de reconnaissance qui guide les pas des familles des victimes de l'attentat du 15 janvier 2016 chez le président du Faso. Hier, Rochma Christian Kaboré était à leur côté pour commémorer avec eux le douloureux souvenir d'un vendredi noir. Un acte de compassion qui a tant réconforté ces familles. L'entretien qu'on a eu avec monsieur le Président nous a profondément touchés parce que on s'est rendu compte que dans la situation qu'on vit, ils la vivent aussi et on a besoin de leur soutien au jour d'aujourd'hui pour pouvoir avancer. Pour les parents des victimes, la douleur est toujours là, difficile à estomper. Mais l'hommage rendu hier les soulage. Réunis désormais en association, ils trouveront les jours à venir les voies et les moyens pour se soutenir et vivre avec cette triste réalité.
Les populations du Soum ne l'oublient pas. Le docteur Elliott est l'une des victimes d'un des actes terroristes perpétrés le 15 janvier 2016. Il a été enlevé, vous le savez, avec son épouse qui aujourd'hui a retrouvé la liberté. À Djibo, une marche a été effectuée pour dire non aux actes terroristes et partant pour exiger la libération prochaine de celui qu'il considère comme un fils de la région. Ama Faisal Sissé et Bernard Diasso nous en disent plus. Cette marche, partie de la clinique du docteur Elliott, ces populations du Soum, toutes catégories sociales confondues, sont sorties pour réaffirmer leur profond engagement à œuvrer aux côtés des bonnes volontés pour la libération du docteur Elliott. Il va falloir que vraiment les autorités nationales s'investissent de façon résolue à ce que la question Elliott puisse être résolue. Nous l'avons dit à tous les instants que c'est un monsieur qui il travaillait pour le social. Le retour de ce monsieur va résoudre un temps soit peu les questions sanitaires. Et il faut se dire que c'est un monsieur qui était spécialisé dans les questions d'intervention chirurgicale, surtout au profit des personnes âgées et des enfants. Et c'est comme nous l'avons dit dans la déclaration, si ce docteur ne revenait pas continuer son œuvre, nous risquons de perdre vraiment la troisième génération. Et après avoir sillonné quelques artères de la ville de Djibo, tout en scandant des slogans relatifs à la libération sans délai du docteur, ces marcheurs seront reçus par l'autorité. Avec cet engagement, nous sommes sûrs que l'exécutif, avec ses amis, avec les pays voisins, vont œuvrer également pour libérer le docteur Elliott. Bien avant, des prières ont eu lieu dans certains lieux de culte et continuent d'être organisées dans le cadre des activités marquant la commémoration de l'an 1 de l'enlèvement du docteur Arthur Kenneth Elliott. Je vous le disais en titre, la reprise du procès des militaires de l'ex-RSP est effective. Ce matin, à Liounzaré, le commissaire du gouvernement a demandé une peine de 20 ans ferme pour les caporaux Madi Ouedraogo et Mahamadi Zalé qu'ils présentent donc comme les cerveaux de ce complot militaire. Le point avec Nong Bakouda et Zoubaviel David Dabiré. Dans ces réquisitions, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire présente les 29 inculpés comme une bande de malfaiteurs ayant prémédité et planifié des actions qu'il qualifie de criminelles. Alioune Zanré en veut pour preuve un plan d'exécution de ce forfait que les enquêteurs auraient découvert. Un plan qui, selon l'accusation, consistait entre autres à attaquer la poudrière de Yimdi pour se procurer des armes, prendre d'assaut la maison d'arrêt de correction des armées pour libérer les généraux Gilbert Djindjeri et Djibril Bassolé, exécuter des chefs militaires qui auraient travaillé à la dissolution du régiment de sécurité présidentielle et piller la BCAO. Toujours selon Alioune Zanré, les enquêtes auraient permis de déchiffrer des noms de code comme Mosquée 1 pour Yimdi, Mosquée 2 pour le camp Nabakoum et bien d'autres éléments qui étayent son réquisitoire. Et c'est en vertu de ce qu'il qualifie de résolutions fermes d'agir dans une intention criminelle que l'accusation requalifie les chefs d'accusation. En plus des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes et de munitions, le complot militaire est désormais retenu. Fort de cette reconsidération, Alioune Zanré demande donc la condamnation de la plupart des accusés, dont 20 ans de prison ferme pour le caporal Madi Ouedraogo, comme le cerveau de ce projet de déstabilisation. Pour les avocats de la défense, aucune preuve tangible et irréfutable ne soutient l'argumentaire de l'accusation. Et maître Arnaud Ouedraogo de relever que seule la bande d'enregistrement soutient l'argument de l'accusation. Laquelle bande, précise-t-il, n'a jamais été présentée à l'audience comme pièce à conviction. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense demandent pour la plupart la relaxation de leurs clients faute de preuves. Et au besoin, ils plaident pour une clémence du tribunal militaire en cas de condamnation. Eux recherchent soutien pour leur cause qu'ils ne veulent pas perdue. Les policiers radiés en 2011 suite aux mutineries ont été reçus par le chef de file de l'opposition politique. C'est en fait une délégation qui était face à Zéphirin Diabré cet après-midi même. Les échanges ont porté sur les conditions de vie des 136 policiers, mais aussi sur l'appui qu'ils attendent du CEFOP. C'est ce que nous rapportent Salifou Belem et Ismaël Dloma Sirima. Une rencontre sous forme d'audience au siège du chef de file de l'opposition politique. Zéphirin Diabré reçoit une délégation de policiers radiés suite aux mutineries de 2011. De ces échanges à huis clos, la délégation expose au chef de file de l'opposition les conditions dans lesquelles vivent les 136 policiers radiés et leurs familles. Afin que le chef de ville intercède auprès de l'autorité qui est
Les premiers responsables du Burkina, à savoir le ministre en charge de la sécurité et particulièrement général également le président du Faso. Les policiers radiés espèrent que la médiation du chef de file de l'opposition permettra d'avoir une issue favorable à leur situation. Lors de ces révocations, il y a eu pas mal d'exactions. Quand on dit exactions, il y a eu de l'arbitraire. Mais si aujourd'hui nous ne pouvons pas revenir sur ces genres de trucs, aujourd'hui ce que nous pouvons faire, c'est de plaidoyer, de demander à ce que cette population, à ce que les chefs de file, à ce que la population tout entière puisse nous accepter au sein de la police nationale. Dans les jours à venir, la délégation des policiers radiés en 2011 devrait approcher d'autres personnalités pour les demander d'intercéder en leur faveur. Eux sont 140 hommes à former le contingent du 7e escadron de la gendarmerie qui va se rendre au Darfour. Dans le cadre d'une mission onusienne, ces gendarmes ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce pays. Ils ont été reçus par la hiérarchie des forces armées nationales pour quelques consignes. Le point avec Yacouba Gamene et Bouma Ernest Nebié. Au nombre de 140, ces forces de défense et de sécurité burkinabées sont constituées majoritairement de gendarmes. Ils iront relayer le 6e escadron en fin de mission au Darfour. À quelques heures de leur départ, le chef d'état-major général des armées, Oumarou Sadou, par son adjoint, leur donne au camp Paspanga des conseils et des consignes qui les aideront à mieux accomplir leur mission. Dès que vous serez sur le territoire du Darfour, vos comportements et attitudes devront être de respecter les mœurs du pays hôte, de tenir compte des cultures des autres frères d'armes que vous côtoierez tous les jours, de vous conformer strictement aux règles d'engagement en vigueur au sein de la force, de maîtriser les règles de comportement édictées par le commandement de votre escadron. Après 3 mois de formation conséquente, le chef d'escadron Aristide Kombari et ses hommes se disent confiants. Oui, à mon humble avis, je suis prêt et je pense que l'ensemble du personnel également est prêt, d'autant plus que nous avons été bien formés et il y a même eu une inspection des Nations Unies qui est venue et qui a validé la formation ainsi que le personnel. Le départ du contingent est prévu pour le 19 janvier prochain. Sur le terrain, il aura pour tâche principale la sécurisation des institutions et du personnel des Nations Unies. La mission va durer 12 mois. Intéressons-nous à présent aux caisses de résilience. C'est un concept créé par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, accompagné par la Belgique et le Burkina, bien entendu. Ces caisses sont en fait un projet qui vise à améliorer les activités agricoles des ménages. Il s'étale sur 2 ans et va toucher plusieurs régions du pays. La cérémonie de lancement a été suivie pour nous par Issa Kaoudraogo et Dimitri Badini et Ismaël Diloma Sirima. Pour remédier à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, la FAO a mis sur pied le projet Caisse de résilience. Un projet financé par le Royaume de Belgique à hauteur de plus d'1 milliard de nos francs. Prévu pour une durée de 2 ans, le projet Caisse de résilience va concerner les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. L'objectif du projet, c'est d'accompagner le gouvernement dans les actions de résilience pour permettre aux populations vulnérables de pouvoir prévenir, absorber et se relever des différents chocs qu'ils ne manquent de connaître. Et qu'à travers l'appui de la FAO, nous allons arriver véritablement à développer au niveau des populations vulnérables des capacités de résilience par rapport à l'adoption des techniques de production agricole, mais également à développer des stratégies pour améliorer les revenus. Selon les statistiques de la FAO, plus de 2500 ménages sont vulnérables au Burkina. Grâce aux résultats de cette rencontre, elle espère réduire la vulnérabilité des moyens d'existence agricole à travers l'approche Caisse de résilience au Sahel.
Venons à cette activité pratiquée par les jeunes de Bagré, la pisciculture. La pêche traditionnelle y est en vogue pour le plus grand plaisir des friands de poissons. C'est une activité qui nourrit également son homme car sur le marché, le poisson local est bien prisé. Suivez ce dossier signé Nongba Kouda et Aboubakar Sayon. Depuis 2012, Souleymane Yougbaré, ancien employé de la ferme piscicole de Bagré, travaille pour son propre compte. Il est ce matin sur les berges de ses bassins piscicoles, car c'est l'heure de nourrir le poisson. Le jeune promoteur dispose d'un étang de 200 mètres carrés pour la production des alevins et de 2 étangs de 800 et 1300 mètres carrés pour le grossissement du tilapia, communément appelé carpe, et du poisson-chat ou silure. Ce n'est pas encore la période de la récolte, mais pour nous, une pêche spéciale est organisée. Au bout du filet, des carpes de quelques mois qui n'ont pas encore bouclé leur cycle de grossissement. Il faut dire qu'un cycle normal, c'est à partir des alevins de 100 grammes, quand vous les introduisez aujourd'hui dans votre étang, dans une très bonne qualité d'eau et une très bonne qualité d'aliments, à 6 mois, vous avez les poissons de 350 à 400 grammes, pour dire 3 poissons, 1 kilo. C'est grâce au soutien de la maison de l'entreprise et de Bagré Pôle que Souleymane Yougbaré a pu se lancer dans la pisciculture. Aujourd'hui, il vit de cette activité. Au niveau de l'étang de 800 mètres carrés, j'ai introduit 3000 sujets, où à la récolte, j'aurai au moins 2 tonnes et demie. Et en termes de chiffres, nous faisons, la tonne fait 1 500 000, donc on a 3 millions au moins. Mais quand vous prenez au niveau de l'étang de 1300 mètres carrés, j'ai introduit 10 000 sujets. Et j'attends à la récolte là au moins 4 tonnes. Donc approximativement 5 millions. L'activité est rentable et ce n'est pas Didier Bangré, également promoteur piscicole à Bagré, qui dira le contraire. Ces 2 premiers étangs lui ont permis de faire de gros bénéfices. Les 2 récoltes accumulées, et j'avais à peu près 2 tonnes 500 de poissons. Et l'écoulement vraiment n'a pas posé problème, puisque la demande a dépassé l'offre. Donc il y avait les clients vraiment, il y avait une très grande affluence. J'ai vendu 1750 francs le kilo. Alors les 2 tonnes, je peux parler de 3 millions et quelques, ce que j'ai eu comme vente. Alors en ce qui concerne partie dépenses, bon, j'avais au moins une dépense qui se montait à 750 000. Donc je pense que c'était une bonne affaire pour moi. Aujourd'hui, Didier Bangré a 5 étangs et compte récolter plus de 5 tonnes de poissons qu'il vendra à plus de 7 millions de francs CFA. La cherté de l'aliment pour poissons est la principale difficulté que rencontrent les pisciculteurs de Bagré. Mais dans la pisciculture, rien ne se perd. L'eau des étangs, fertilisée par les excrétas des poissons, est par la suite utilisée pour irriguer les champs. Les 2 promoteurs comptent dans les prochains mois aménager des bassins destinés à la pêche sportive. La pêche sportive, c'est quoi? C'est dire les gens viennent, ils prennent leur canne, vont pêcher, et le nombre de poissons que tu as eu, on pêche sur place, tu prends le prix du poisson. Il y a un restaurant qui serait mis en place, c'est la soupe, tu peux, ou c'est la braise. Sur place, on te fait pour toi. Ou ceux qui désirent vraiment emporter leurs poissons peuvent le faire. La pisciculture, selon les acteurs, est une filière porteuse. Les jeunes en quête d'emploi doivent tout simplement avoir le courage de se jeter à l'eau pour espérer être financièrement libre, comme un poisson dans l'eau. Et puis de la culture dans ce journal avec le Festicham, le festival des chameaux, des arts et de la musique du Sahel. La ville de Gorom Gorom a une fois de plus abrité la manifestation qui a connu une innovation cette année. La partie consacrée à la musique a été reportée en mars prochain. Les raisons dans ce reportage signé Boureima Kane, Joseph Bambara. Une parade suivie d'une démonstration qui a débuté cette 14e édition du Festival des chameaux, des arts et de la musique du Sahel, Festicham. La compétition s'est déroulée en 2 phases. D'abord une phase éliminatoire lors de laquelle les 30 chameaux se sont mesurés en 3 groupes de 10, puis la finale qui a opposé les 3 meilleurs de chaque groupe. Au terme de 2 tours de terrain, c'est Mohamed Agouma qui s'est avéré le plus rapide des 9.
remportant ainsi les 100 000 francs CFA de cette 14e édition qui connaît une innovation. Nous aurons cette année 2017 deux festivals. Il y a eu ce festival-là qui a concerné uniquement la course des chameaux. Nous aurons donc dans les mois à venir, probablement en mars 2017, une organisation festive mais qui concerne le côté musical. Ce festival, lancé en 2003, se déroule sans interruption depuis 2005. Parmi les habitués du Festicham, l'association Endam de la région de Piemonte en Italie. En dépit du contexte sécuritaire de cette année, ils ont décidé d'honorer de leur présence ce rendez-vous. Nous venons parce que nous sommes entre amis et nous, évidemment, nous communiquons notre venue ici et ils nous ont dit d'être attentifs. Outre les 4 premiers qui ont été primés lors de la phase de course de cette 14e édition du Festicham, les autres chameliers qui ont pris part à la course et à la parade se sont repartis la somme de 80 000 francs CFA. Cap à présent sur le Gabon où se joue la CAN. Les étalons ont retrouvé la pelouse du terrain d'entraînement pour préparer leur deuxième journée. Après une entrée face aux Lions indomptables, ce sont les Panthères qui se dressent sur la route des étalons. Comment le 11 national voit-il cette rencontre? Réponse avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Mahamadi Wena. Après le match nul contre les Lions indomptables du Cameroun, les étalons du Burkina ont maintenant les Panthères du Gabon en ligne de mire. Hier, ils ont retrouvé leur terrain d'entraînement de l'ILGS de Libreville pour la préparation de ce match décisif. Il fallait ne pas entrer dans la compétition avec une défaite. Il fallait tout donner pour au moins partir avec ce n'est qu'un point match nul. Heureusement, on a eu match nul hier. C'est bien à apprendre. Contre le pays organisateur, le Burkina s'attend à un match encore plus difficile. On a la pression et je pense qu'eux aussi ils auront la pression parce que dans notre poule, aucune équipe maintenant ne peut dire qu'il est mieux placé pour se qualifier. Donc toutes les équipes ont leur chance. Petite pression, oui, mais une pression positive pour dire qu'on joue face au pays organisateur et c'est pas une foule de guerre aussi. Donc c'est pour dire que nous allons jouer notre football. Dans leur volonté de surprendre les Gabonais, les Burkinabés peuvent jouer la carte de la connaissance de l'adversaire par le sélectionneur Paulo Duarte. Je passais 2 ans avec cette équipe. Je connais particulièrement la tête de chaque joueur parce qu'il y a part de la qualité tactique ou technique qu'il y a à la personne. Je le connais. C'est un avantage, c'est clair. Mais en même temps, le joueur me connaît, ma façon de travailler, ma façon de me déplacer sur le terrain. Les étalons doivent aller au-delà de toute considération et livrer le grand match. Paulo Duarte l'affirme d'ailleurs, son équipe sera meilleure que lors de la première sortie. Et les matchs du jour ont mis aux prises la Côte d'Ivoire et le Togo soldés par un match nul de 0 but partout. La RD Congo et le Maroc se sont aussi affrontés. Le Congo a battu le Maroc 1-0. Demain, 17 janvier, le groupe D entre en scène à l'affiche. Ghana-Ouganda à 16h, puis Mali-Égypte à 19h. Ce sont des matchs donc à suivre en direct sur la RTB. Les parutions du jour sont revenues sur le sommet Afrique-France qui s'est tenu à Bamako. Il relaye également la commémoration des attaques terroristes du 15 janvier 2016. La revue, c'est avec Touobom Evelyne Dabiri. Marche silencieuse, un silence de mort contre l'horreur, les parutions de ce jour rapportent ainsi la commémoration du premier anniversaire de l'attaque de Ouagadougou. Aujourd'hui, au Faso déroule la cérémonie, d'Itanier, dévoilement de la stèle, discours du président et des parents des victimes. Un souvenir douloureux pour les parents des victimes, écrit le quotidien, qui rapporte les réactions de quelques parents de victimes. Ce n'est pas facile, il y a un vide en nous. Quand les enfants pleurent l'absence de leur père, à aucun moment tu ne peux sourire. L'observateur Palga, lui, donne la parole aux rescapés qui reviennent sur ces douloureux événements. Caché sous un véhicule, mon costume a pris feu. Nous étions morts à 95%, quand d'autres affirment être sous traitement depuis lors. Mais où en sommes-nous avec l'enquête? Interroge aujourd'hui au Faso. Réponse du procureur, 3 suspects sont arrêtés. L'instruction se poursuit avec l'attente des réponses des réquisitions émises en Côte d'Ivoire et au Mali.
Au-delà de cette commémoration jugée sobre par le pays, ce journal remarque que le défi sécuritaire reste entier au Burkina. Pour ce journal, en un mot comme en mille, un an après, malgré les mesures concrètes de sécurisation de nos frontières, on ne peut que se rendre à l'évidence que le défi sécuritaire reste entier au Burkina Faso. Toujours dans le pays, les images des 30 victimes de l'attaque. Autre actualité dans vos quotidiens, le 27e sommet France-Afrique de Bamako tenu les 13 et 14 janvier. Un sommet auquel a pris part le Burkina sous le thème « Défis et menaces à la paix et émergence pour une croissance inclusive, créatrice d'emplois », précise Sidoya, qui explique que le président du Faso a souscrit à l'idée d'une mutualisation des efforts pour contrer le terrorisme. Il a été aussi question de budget pour équiper les armées et la nécessité de mutualiser nos moyens de communication, de renseignement, de surveillance de nos frontières, explique Roch-Marc Christian Kaboré dans Le Quotidien. Voilà qui met fin à ce journal. Vous retrouvez Christelle Paré à 22h30 pour le journal spécial de la CAN. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.